et bienvenue pour cette séance du mois de décembre qui est déjà une séance de fête puisque c'est la remise du prix Aliénor à Frédéric Tison aujourd'hui. Avant, nous voudrions commencer par un petit hommage à Josette Frigiotti qui était poète et longtemps membre du Cercle Aliénor et qui est décédée au début du mois. Donc on va lire deux poèmes. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que Josette Frigiotti était une femme extraordinaire, qui était très modeste, et qui avait passé sa vie à méditer et à lutter pour une plus grande humanité. En particulier, elle avait fait de la résistance, elle avait porté des messages, et tout au long de sa vie et au long de ses écrits, elle a toujours milité pour une plus grande humanité. Je vais choisir un petit extrait dans le... Micro. Non, il n'a pas besoin de micro. Pas besoin de micro, je vais parler plus fort. Dans le recueil de Tant d'amour, un petit extrait. Laissant derrière toi 20 siècles de souffrance, 20 siècles d'agonie, de doute, de terreur, mon fils, apprends ce que tu dois comprendre. Cette rose à fleurir et la neuve grandeur. Être individuel, unité, joie et deux. Puis être universel, la force des heureux. Afin que le bonheur, dans les couleurs, dans les arômes, par toi, magicien, devienne le chant de l'homme. Et moi, je vais vous lire un poème extrait de son livre le plus récent, Chant de l'homme à l'univers. Ça montre bien quelles étaient les préoccupations de Josette Frigiotti. Livre d'ailleurs préfacé par Thérèse Dufresne. Non, attendez, qu'est-ce que je raconte ? Ah oui, il y a deux préfaces. Il y a un avant-propos de Arlette Chomersel et une préface de Thérèse Dufresne qui aurait bien voulu être là aujourd'hui justement, mais qui ne pouvait pas venir. Et le texte, vous allez voir, s'appelle « D'une femme âgée ». On me dit « Vous avez bonne mine ». Je le sais, la mort est en moi. Sachez que ça ne me chagrine. L'amour fut ma seule loi. Sans regret, sinon sans reproche, mes écrits sont œuvres de vie. La liberté guide nos pas. Camarade, si tu t'approches, tu trouveras devant toi mon regard clair et droit. Ce n'est pas fanfaronnade, mais sagesse fortifiée. Ô vous tous que j'ai tant aimés sur la terre d'où je m'évade, ô vous tous, aimez-vous, aimez-moi. Aimez-moi, telle que je fus vivante, résistante comme au vent la plante, en refus de marcher au pas, debout, j'ai rempli mon contrat. J'ai trouvé que c'était un texte qui la définissait très bien. Alors, y a-t-il maintenant des annonces pour le mois de décembre ? C'est-à-dire qu'il y a le Père Noël qui doit passer, donc du coup il n'y a pas trop d'activité poétique à l'approche de Noël. Je crois que les annonces maintenant ce sera pour janvier. Alors on va lui commander beaucoup d'inspiration pour tous les poètes aliénors. Alors vous savez que la séance de décembre est composée traditionnellement de deux parties. La seconde sera la lecture. Chaque poète lira le poème qu'il aura apporté, mais la première partie est donc la présentation du prix Aliénor qui est décerné cette année à Frédéric Tison pour Le Dieu des Portes. Le Dieu des Portes qui a été édité à la librairie Galerie Racine. Je peux avoir le livre. Alors, je vais donc vous le présenter. Une présentation de voix, puisque Colette fera les citations. Et puis ensuite, nos lecteurs liront de larges extraits du Dieu des Portes.
Et enfin, Frédéric nous parlera lui-même. Alors, le Dieu des portes. Le titre d'abord, nous interpelle, servi par la saisissante photo en couverture d'un regard d'ange dirigé vers l'au-delà. Dans une note liminaire, l'auteur explique d'emblée que de Janus, le dieu romain au double visage, il ne sera pas question dans ces pages, mais que le Dieu des portes ne reste pas moins actuel, puisque son œuvre, qui se situe essentiellement dans le temps, je cite, est de passer, d'aller enfin. Passage perçu par la présence du vent dans ces textes, une présence aussi forte qu'insaisissable. J'aime le vent, et chaque vent me déçoit. À nous de traquer à chaque instant sa présence. Voilà ce que dit le poète, qui questionne la devise de son aîné, Jean-Antoine Roucher. Et cette devise était « se regarder passer ». Alors, le livre « Le Dieu des portes » est composé de 3 cahiers, dont les titres respectifs Heurteville, Sylvestre et Planète évoquent d'emblée une déambulation. Une déambulation qui s'élargit du lieu circonscrit de la ville, aux forêts, puis au cosmos tout entier. Alors, la première partie, Heurteville, avec sa discrète allusion à Perceval le Gallois, nous situe d'emblée dans l'espace du mythe. Ces mythes et ces contes, contes de Grimm, contes de Perrault, avec la Belle au bois dormant notamment, ces contes auxquels recourt de façon fréquente, j'allais dire constante, et naturel, un poète qui en est nourri et qui les adapte librement à son propos. C'est ce qui frappe d'emblée quand on lit Frédéric Dizon. De manière générale, c'est le recueil dans son ensemble qui mêle en un syncrétisme harmonieux de nombreuses références à l'Antiquité, à la mythologie, il est question de Silène, d'Orphée, d'Ulysse et de bien d'autres, mais aussi à la littérature du Moyen-Âge, la littérature courtoise notamment, et à la Bible. Il est d'ailleurs frappant que tout au long du recueil, la parole se revendique comme l'expression d'une doxa, bien plutôt que d'une intangible et incontestable vérité. Ce qui fait que des expressions comme « il paraît que »,« on raconte »,« on dit que » introduisent et ponctuent sans cesse ces histoires en peu de phrases qu'évoque le sous-titre et qui définissent pour Frédéric Dizon le poème en prose. Dans cette pérégrination traversée de rencontres, l'amour est mentionné dès le premier poème comme la condition essentielle de sa réussite. Et tu n'auras rien vu, ou bien du gris ou du bleu, si tu n'entres en amant. La rencontre amoureuse y acquiert une dimension d'archétype. L'aimée, c'est, je cite, elle, celle qui n'a pas de nom. L'amour est évoqué en référence à la Genèse comme un éblouissement créateur, et la figure du poète s'identifie à Orphée, l'enchanteur doublement déploré par la perte d'Eurydice, et celle d'un fils du vent, Canaïs. Alors, la richesse autant que la complexité du Dieu des portes tient sans doute au pronom personnel, dont le poète varie à sa guise l'emploi des 3 premières personnes du singulier. Il s'en explique dans une note de l'un de ses cahiers, que dans le poème, le je, le tu, le vous et le nous se parlent et se confondent ne doit pas nous étonner. Ils s'échangent parfois, si chaque homme ne sait, bien souvent, croyant parler de lui-même, qui il est, à cette heure et à ce moment, ni quelle voix le hante quand il vient de parler, ni d'où il vient de dire. Comprenons ainsi qu'à ce recours très concerté au pronom est dévolue la mission de dire l'éparpillement des identités. C'est toutes ces identités qui constituent notre moi. Qui parle quand je parle? C'est aussi parfois un moyen ou une tentative de s'éclairer soi-même. Ainsi, dans 3 textes
consacrés à ce que Frédéric appelle les villes précieuses, 3 textes égrenés chacun dans un cahier. L'emploi du pronom tu fait implicitement référence à Zone d'Apollinaire. Comment mieux signifier que la déambulation est à la fois extérieure et intérieure, physique et mentale? Car la quête est difficile. Parmi les immeubles, quelque chose ne s'ouvre pas. Mais la liaison entre la marche et la voix du poème ne fait pas de doute. La trace feutrée de tes pas. Peut-être ébauche-t-elle la clé qui manque à ton trousseau sonore. Quant au motif de l'ombre, il traverse tout le recueil, en illustrant l'opacité du poète en lui-même. L'ombre, ton ombre, est ton grand oiseau blessé. En même temps que cette ombre apparaît comme une chance de se connaître. Je suis encore ta naissance, me dit l'ombre. À l'instar de l'ombre, l'ombre qui est liée à la question de l'identité, sans privilégier des réalités aussi légères et immatérielles que le vent, les nuages, voire l'eau. Et ces réalités légères sont liées de façon corollaire à la question de l'écriture et du chant. Alors, si importante que soit la place du vent, les vents nourrissent ta parole. C'est le chant qui est premier. Le chant devance le vent. Et le poète est son otage. Un chant qui a bien sûr partie liée avec le silence. Il part, je cite, du côté du silence. De même, le satyre Silène appartient à la suite de Dionysos, le dieu de la boisson et du chant poétique. Silène, tu chantes le monde et le monde est ta voix. Pourtant, ce n'est pas dans le vin mais dans l'eau, l'eau qui parle, l'eau plus mystérieuse que le vin, qu'il retrouvera les noms perdus et nécessaires. Pour Frédéric, disons, le chant est en effet nomination. Ainsi, le poème 11 du 2e cahier apparaît comme une sorte de fiat. Soit l'aube au bout de tes bras, soit la feuille sous la neige, soit toute l'eau lente et légère, celle où tu ne t'es pas encore connu. À la nomination s'ajoute la fonction de célébration. L'eau célèbre, chante. Célébration qui donne au chant le pouvoir de rompre le maléfice, de libérer et d'ouvrir l'espace à la lumière. Épelle en marchant, la jeune forme inspirée par l'oiseau chante les gouffres et les lèvres de l'ornière, et la saison qui te voit dévalant le tapis d'herbe du parc devant le château supérieur, loue l'immense allée ponctuée de statues dont les gestes sont lointains, célèbre l'escalier vers le lac. Une barque t'attend, 2 rames déployées, armée d'ombre. Nos tonniers chantent l'eau énorme et légère. Un ciel se déploie au-devant, chargé d'ailes, prisonnier, demeure dans l'air qui te chante. Ainsi, brise, brise les lumières noyées, l'air noir, la poix de toute excluse, de toute rive. À la fin du 1er cahier, l'écriture apparaît à travers l'allusion à un conte de Grimm comme une clé qui peut ouvrir, mais qui ne permet pas de passer le seuil. D'après un conte recueilli par les frères Grimm, il y a tant d'années que la clé d'or des contes gît dans tes mains, et tant de jours et d'heures que tu demeures devant la porte dont la serrure est rebelle. Enfin, la clé tourne. Après tant d'heures et tant de jours, il faut attendre maintenant que s'entrebâille le bois lourd. Mais un cahier s'achève avant que la porte ne découvre les choses admirables qu'elle déroba si longtemps à tes regards. Pour
pallier la difficulté de l'écriture à circonscrire une réalité trop délicate, le poète va recourir à la peinture. Parce qu'elle était silhouette, je la peignis avec les noirs de mes encres. Et non pas au détriment de l'écriture, mais plutôt de façon complémentaire, vont se trouver associés écriture et peinture. Afin de peindre les images qui figurent dans l'ouvrage de tes heures. Cette référence au livre d'heures est chère à Frédéric Tizan. Il leur associe le sens de ces histoires qui ont d'autant plus de force qu'elles sont brèves. Je le cite, mais histoire possède également le sens d'image. Entre parenthèses, manuscrits historiés des monastères médiévaux par exemple. Alors l'écriture, bientôt confondue avec la peinture, apparaît finalement comme un de ces sorts heureux que jette à lui-même notre poète. Il fait d'elle un moyen d'échapper aux apparences, un gage de vérité et de vie. Prends ton visage dans tes mains et porte-le sur la page blanche encore. Sauve-le du miroir. Chacune de tes couleurs est un vœu. Une touche de blanc dans tes yeux, tu es vivant. Le Dieu se cache ou se révèle en de multiples réalités. Il règne matin et soir, à chaque coin de rue. Si peu le regardent et l'admirent et l'encouragent. D'autres prétendent que son nom, son vénérable, son lent, son lointain nom n'est pas connu. Et toi tu l'appellerais volontiers celui qui manque, si ce n'était l'interrompre. En effet, le poète reconnaît la finitude du réel. Tu auras su cette immense blessure en toutes choses et pour jamais, sous le ciel clair. Partout régnait l'adieu. Pourtant, si ce quelqu'un est caché dans les visages, au sein des vents, parmi les millions de corps et de pas, c'est une citation, certains permettent parfois d'en approcher l'identification. Mais il y avait un visage et celui-là parlait. L'amour, disait-il. L'amour, lorsque tes pensées m'animent, lorsque tes mains me déclinent. Alors j'en arrive au troisième cahier où se confirment les thèmes qu'on vient d'évoquer et que Frédéric a énoncé. Dans ce troisième cahier, l'errance se poursuit conformément à l'étymologie du titre planète, parce qu'en grec, planétes signifie errant, vagabond précisément. On retrouve dans ce cahier 3 les villes précieuses, mais aussi l'évocation d'Ulysse et bien sûr la présence du vent. Le vent qui contient nos secrets, qu'il convient de savoir entendre, lui qui, je cite, apportera les mêmes images, les mêmes phrases, les mêmes cadences. Et toujours, l'amour en apparaît le moteur. Tu as emprunté des voitures et des trains pour un visage aimé. Il semble dans ce cahier 3 que l'errance amplifiée trouve ici une forme d'achèvement. Elle devient cosmique. Et en témoigne le poème que Colette nous lit. La fin du poème. Oui, la fin du poème. Le monde bientôt roulera ton corps dans les galaxies de diamants, sur des terrasses de poussière, au seuil de ports tremblants, et passant entre les milliers de rives et de sillages, parmi les oriflammes, paraderont tes vaisseaux de lave, de chants et de lumière. Et cette errance se fait aussi autant qu'à travers l'espace dans le temps. Il semble alors qu'elle ne se plaît à rappeler le passé, que ce passé soit antique ou personnel, que pour le changer en éternité. Et sous le regard du Dieu poète, tout ce qui compose le réel devient sacré. D'où l'importance de savoir regarder. Au voyageur, tu demandes le double de tes yeux. De ses yeux. De ses yeux. Car le regard échangé est parole. Son but n'est autre que la beauté, âpre et sombre, dont la présence si proche et si difficile à discerner. C'est aussi au sein de cette errance qu'a lieu la création poétique, qui est jeunesse du monde,
puisqu'elle consiste à amener, nous dit Frédéric, un songe par le truchement d'une pensée qui le décèle jusqu'à la voix. Le poète est l'instance, le Dieu peut-être, qui rend effective l'existence de ce qui n'existait avant lui qu'à l'état de limbe. Par la grâce, je le cite, des noms qui veillaient sur ses lèvres, un paysage s'ordonne et acquiert une âme qui est un peu la sienne. Il paraît qu'aujourd'hui l'arbre te ressemble et que lorsque tu marches, toute la forêt s'avance derrière toi. Il paraît que le chant des oiseaux se souvient du son de ta gorge et de tes lyres. Il paraît même que les saisons renouvellent les danses et que les fleurs s'en étonnent. Vous noterez en passant la réminiscence à Macbeth, la manière très personnelle dont Frédéric utilise le mythe. Oh, jaillir. Voilà exprimer le souhait profond, l'attitude désirée qui ouvrirait à ce qui est recherché. Pour cela, il n'est que d'aller au-delà de soi-même. Le poème devient alors la fin même de l'errance, la fin au sens de but. Sache que tu es toi-même l'obstacle et que ton chant est déjà le lieu que tu attends. Le livre s'achève enfin sur l'évocation d'un conte que nous lirons tout à l'heure, qui ne laisse pas de doute sur le caractère mystique d'une telle quête. Alors, en conclusion, rapidement, on peut dire que le Dieu des portes est une errance, est avant tout une errance, où se mêlent intimement quête de soi, quête de l'écriture et quête mystique. Ajoutons que son pouvoir poétique tient certes à la solide architecture du livre, mais aussi à un rythme, à une prosodie qui répond à l'exigence selon laquelle, je cite Frédéric, le poème en prose doit proposer un autre chant. Et en témoigne effectivement une musique, comme entre autres choses celle de ces Alexandrins. Ainsi, le texte 15 au cahier 2. C'est une fleur souterraine et c'est un visage. C'est un jardin qui fait d'une fleur un visage. Voilà, donc j'espère vous avoir donné l'envie d'aller lire et relire Le Dieu des portes. Et encore toutes nos félicitations à Frédéric Lisa. Alors maintenant, nos lecteurs vont vous lire de façon plus cursive une dizaine de textes, et puis enfin nous converserons avec Frédéric. Heurte à la ville lourde et claire, parcourue d'oiseaux et de tunnels, et frappe vite. Nul n'y semble souffrir, mais pour chaque passant, il est un être, un corps, une âme même, qui va mourir derrière la vitre d'huile des fenêtres. Et tu n'auras rien vu, ou bien du gris ou du bleu, si tu n'entres en amant. Errant, es-tu ce vent nu dans les villes précieuses? Tournes-tu fenêtres et portes, palais et clochers du côté du soleil? À Gênes, tu arrives le soir et le port est bleu. Une autoroute longe le palais de pierre médiévale. Tu passes de fenêtre en fenêtre, de terrasse en terrasse, des unes aux autres, la main appuyée sur les balustrades. Tu aimes un visage à Paris, dans les rues grises, dans les rues sables, et te voilà marchant dans Rouen, dans Reims encore, selon le matin et le soir, selon le jour. Te voici dans les rues de Valence, de Colmar, de Trèves et de Bruges, de Toulouse, de Strasbourg et de Lindau, sur l'Auberzée, de Quimper, de Strézat et de Côme. Tu as emprunté des voitures et des trains pour un visage aimé,
tu vis à jamais dans les villes précieuses. Soit l'aube au bout de tes bras, soit la feuille sous la neige, soit tes premiers pas. L'hiver serait-il un autre regard? Cette lumière qui n'a encore rien vu. Plus loin, l'appel, une source, un bois clair, des montagnes bleutées. Tout le chemin est jonché de branches brisées. Soit toute l'eau, lente et légère, celle où tu ne t'es pas encore connu. Le champ devance le vent. Bouleversé par le monde, tu es encore cette pierre qui amuse les torrents. Ton front, heurtant les flots, y a laissé quelques-unes de tes pensées. Et tout ce qui maintenant fuit ressemble aux étoiles, celles qui s'animent dans la ténèbre inépuisable de l'eau. N'est-ce pas que tu me sais d'ombre, plus mystérieuse encore qu'un nom? Moi, l'otage du chant. L'œuvre léger des nuages, il m'en souvient. Le soleil parmi les eaux qui se brise sous les bateaux gonflés d'or, les terrasses humides où flânent les ombres de choses lourdes et précises, les flûtes et les cornes chantantes, les yeux vagabonds qui se lèvent jusqu'au ciel écartelé de l'arbre, et ce visage à la fenêtre qui me ressemble quelquefois. Les vents rapportent des noms qui ne sont pas les leurs et des histoires qu'ils n'ont pas vécues. Du secret de Midas au chant du dernier oiseau mort, ils sauront bien, mais quand, m'apporter le nom que j'attends et qui brûle d'autres lèvres. Les vents nourrissent ta parole. Silène, tu chantes le monde, et le monde est dans ta voix. Ton rêve est plus grand, plus haut que les arbres sous lesquels tu sommeillas. Maintenant, le lierre est tombé de tes bras, et tournant sur toi-même, tu danses au-dessus des lacs et des mers. Silène, tu le sais, l'eau est plus mystérieuse que le vin. À Hölderlin. À Hölderlin. Au Pirée, le vent haletant de la mer et ton visage jaune parmi les barques endormies, les voiles bleus, les hauts-mâts immobiles. Là encore, tu fais halte et regarde. Le temple aussi beau que l'arbre et le roc, le Dieu scintillant sur les rives de la mer et les jeunes gens calmes, le Dieu des colonnes, le Dieu des voûtes, le Dieu des liquides noirs, blancs et rouges, le tapis dans les feuillages, au loin. Là, tu te rappelles le rythme des rames profondes, l'eau claire sur le flanc des trirèmes et les corps, les mains, les visages dans le soleil. Connais-tu la beauté? Si la beauté est âpre et sombre et merveilleuse aussi, toi qui t'inclines vers tous les visages dans la nuit, voici l'ombre où la beauté te trouve, et tu ne la vois pas quand tu crois l'avoir touchée. Plus seule, plus fière que toi, elle te sait. Elle est là où tu t'admires, là où tu te hais, là où tu comprends
que parmi les savoirs et les regards sont tant et tant de rêves peints de couleurs vives, et tu devines à tâtons dans la lumière. Songe au prince qui vint, vois la rose qu'il saigna, dont il répandit la bague et le manteau rouge dans le jardin, dont tu croyais connaître les chemins. Songe au jour supérieur qu'il fit naître, et dans tes mains, ce que tu as recueilli du sang de la fleur, sur tes lèvres, des paroles où l'oiseau rajeunit. Bientôt tu t'amenuises, c'est l'heure entière de ton corps. Ô prince, à qui d'autre saurais-tu le dire? Tu présentes tes branches, tes roseaux parlants, de tes œuvres la page inachevée, de ton visage la contre-clé. Merci à nos lecteurs. Et maintenant, si vous avez des questions à poser à Frédéric, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi j'en ai une, je vais commencer juste, j'aimerais bien qu'il nous éclaire sur sa conception du poème en prose, parce que ces textes sont des petits poèmes en prose, et je crois que il a beaucoup réfléchi à la question. Il en parle lui-même dans le corps du livre. Eh bien, comme l'a dit tout à l'heure Béatrice Marchal en me citant, j'ai le sentiment que le poème en prose peut proposer un autre chant, qui n'est pas inférieur au chant des vers, ni à celui des versets. Pour ma part, c'est le premier livre entièrement composé de poèmes en prose que j'ai publié. Et j'ai eu parfois des moments de doute quant à leur qualité de poème, mais j'ai approfondi la question. J'en ai montré autour de moi, notamment à Paul Parelier qui est parmi nous et qui m'a conforté dans l'idée qu'il s'agissait bel et bien de poèmes. Alors le poème en prose donc, n'est pas une prose poétique. Ce n'est pas un discours orné, hein, il n'est pas non plus une succession de vers, même si on peut retrouver parfois des alexandrins, bien entendu, qui sont un peu cachés dans le texte et que Béatrice Marchal a très, très judicieusement aperçu. Il n'est non pas une suite de vers cachés, ni une suite de versets, mais encore une fois, il doit se tenir de la même manière qu'un poème en vers ou un poème en verset se tient, c'est-à-dire qu'en enlever un mot, en échanger deux phrases, normalement, si le poème est réussi, il devrait s'effondrer. Hein, de la même manière qu'un poème en vers, si nous modifions un mot, ça change du tout au tout. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai abordé pour ma part l'écriture du poème en prose, sachant également que je tiens aussi beaucoup à sa brièveté, de telle sorte qu'on puisse le lire sur une page, qu'il ne dépasse peut-être pas 4, 5, 6 paragraphes peut-être, ça dépend bien sûr de la longueur. Voilà. Mais ce serait... Alors là je m'appuie sur des considérations exclusivement formelles, mais je dirais que pour le reste, il est comparable à la poésie que nous écrivons en vers par ailleurs. Merci. Je suis sûre que vous avez d'autres questions. Moi j'ai peut-être une question. J'ai voulu savoir comment l'idée vous est venue de passer d'une poésie en vers à un poème en prose, ou alors est-ce que c'est dans un autre ordre que ça s'est passé, ou en même temps? Ça faisait longtemps que j'en avais le projet. J'en avais écrit quelques-uns dans mes œuvres de jeunesse, comme on dit. Et je tiens beaucoup à l'architecture de mes livres. Et j'ai estimé que dans le cas précis de ce livre,
je me suis donné comme tâche d'en faire un livre de poèmes en prose. Vraiment, c'était un cadre formel que je me suis imposé, hein, sachant aussi que mes 2 précédents livres étaient en vers et que j'avais peut-être aussi envie, parallèlement à l'écriture de vers, de m'essayer à cette forme, un peu comme un musicien essaye, qui n'a composé que des sonates, essaye de composer une symphonie par exemple. Ou, voilà. Et c'est, ouais, c'était, mais l'entreprise date d'un moment. Hein, c'est-à-dire je n'ai pas tout montré bien sûr, mais c'était, voilà, c'était dans cette perspective-là. D'autres questions? Bernard? Oui, je reviendrai au plan formel. On a beaucoup entendu Apollinaire et effectivement la prédominance est flagrante. Et du coup, je pense au lyrisme. Et avec la comparaison qui vient d'être dite de la passage d'une sorte de sonate de la symphonie, est-ce que c'est une volonté, enfin, est-ce que le poème en prose est une volonté lyrique d'être ample, voire même épique? Épique, je n'irai pas jusque-là. Je crois que notre époque a plutôt affaire à des épopées intimes. Donc l'épopée, ce serait plutôt plus discret que caché. En revanche, sur l'aspect, sur le caractère plus ample de l'écrit, je pense que le poème en prose peut parvenir à cela. Tandis que dans le vers, parfois, je crains l'emphase. C'est-à-dire que ça peut être un danger, je pense. Tandis que le poème en prose permet une très grande souplesse. Et qu'il est en cela comme de la pâte à modeler, dont on peut tirer une musique particulière que ne possède pas nécessairement toujours le vers. Donc et puis quand on l'entend, comme tout à l'heure on l'a entendu, je pense que ça permet d'aboutir à une musique autre, peut-être plus ample parfois. Mais ça n'empêche pas que le poème en prose peut lui-même être dans une grande discrétion de lui-même aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Michel? Je voudrais simplement savoir si justement ce passage au poème en prose ne correspond pas aussi à une volonté de donner à l'intuition poétique d'autres voix et une autre voix avec Énise, une musicalité. Oui. Je pense que par ma propre expérience. Oui, c'est ce que j'allais dire. Michel est un expert en poème en prose. Développant de plus en plus mon rôle, j'en suis actuellement à ne cultiver que ça, mais c'est forcément un exemple. D'ailleurs pour moi-même, je ne suis pas sûr que ce soit définitif. Voilà, c'est facile. Que le poème en prose propose une autre voix, et que ce soit aussi une autre voix à VOIE, c'est très pertinent, je pense. Pour ma part, c'était vraiment pour explorer aussi ce dont j'étais capable. D'un autre côté, quand j'ai composé les textes de ce livre, j'en composais d'autres en vers à côté. Donc, et je suis en train de travailler sur un livre qui comportera les 2 types de textes, vers succéderont à un poème en prose, tout cela de façon très concertée. Hein. Et pardon, à propos de la voix VOIX, je me suis entendu différemment dans l'écriture des poèmes en prose de ce livre. Donc c'est tout à fait cela. Et c'est une expérience que je n'avais pas encore. Enfin, j'ai l'impression cette expérience-là était une forme d'aboutissement pour moi, et puis un renouveau aussi. Donc, c'est d'une grande richesse et je crois que j'ai entrouvert là une autre porte, justement. Le Dieu des portes. Encore une question? Non. Bien, écoutez, on va encore une fois, bravo Frédéric, tout honoré. Merci. Juste un instant,
je remercie beaucoup tous ceux qui sont présents ici de leur présence, ça me touche beaucoup. Merci aussi de votre écoute. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est le premier prix littéraire que j'obtiens, donc je suis le lauréat. Donc, vous imaginez mon émotion quand je l'ai appris. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence cet après-midi. Alors je précise que le prix n'est pas uniquement honorifique. Bon, il y a un petit chèque. Il n'est pas énorme, donc c'est pas le prix. Je vais l'encadrer. Ah bah non, quand même pas. C'est pas le prix qu'on encadre parce qu'il fait 1 euro. Non, non, c'est un petit peu plus quand même. Il y a des bandes pour les livres. J'espère qu'il y a des livres. Bon, voilà. Donc voilà.